sommes de retour en direct dans cette édition du 13 février 2025 du live de TV Finance, votre émission quotidienne consacrée au décryptage de l'actualité et de son impact sur les marchés financiers. Et pour continuer à commenter l'actualité, j'ai le plaisir d'être en duplex avec Koen Deleuze. Koen qui est Chief Economist chez BNP Paribas Fortis. Bonjour Koen. Bonjour. Merci Koen, vous êtes donc Chief Economist chez BNP Paribas Fortis, vous êtes également écrivain, puisque vous écrivez régulièrement des livres et également des tribunes. Le dernier en date, c'est les 5 tendances de la nouvelle économie mondiale, qui est sorti l'été dernier, qui est un livre qui se lit et se relit, puisqu'il traite très bien des problématiques pensées hier et qui se comprennent et qui se vivent aujourd'hui. Koen, bienvenue, bonjour. Bonjour Koen. Avant de rentrer sur les sujets de fond que sont l'intelligence artificielle et les droits de douane de Donald Trump, j'aimerais revenir avec cette donnée publiée hier. C'est l'inflation aux États-Unis qui est repartie à la hausse, légèrement supérieure à ce qu'avait modélisé le consensus des économistes. Koen, est-ce qu'il y a une probabilité de voir la Réserve fédérale américaine inverser totalement la tendance et reprendre une politique de hausse de ses taux directeurs ? Je ne dirais pas immédiatement une hausse. Naturellement, oui, les chiffres d'inflation étaient un peu décevants. Tout le monde s'attendait à une inflation de 2,9% ou inférieure. Et cela a été, la publication est de 3%. Donc, ce n'est pas inattendu non plus. Certainement que le Federal Reserve ne va pas diminuer les taux d'intérêt davantage. Ça, je pense que le marché, cela a été attendu par le marché. Et ça, on peut conclure aussi de la réaction de la bourse. La bourse n'a pas réagi trop. On constate aussi qu'au niveau des obligations, les taux à long terme n'ont pas bougé trop. Donc, je ne pense pas que c'est tout à fait inattendu. Maintenant, on pense chez BNP Paribas que les taux d'intérêt vont stabiliser jusqu'à, premièrement, la fin 2025, mais on ne voit pas trop de mouvement dans les taux d'intérêt jusqu'à 2026. Certainement, les tarifs douaniers de Donald Trump, ça ne va pas faciliter les choses non plus pour le Federal. Pour la Réserve fédérale américaine. On doit voir certains Donald Trump. Ok. On va poursuivre donc sur ce sujet de l'intelligence artificielle, puisque depuis le début de la semaine, Paris accueille le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Koen, est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, pourrait influencer la productivité là où finalement beaucoup d'autres technologies n'y sont pas arrivées? On pense notamment aux ordinateurs qui n'ont finalement qu'apporté une faible contribution à la productivité dans les années 2000. Est-ce que oui, l'IA peut avancer influencer la productivité? Moi, je pense que oui, parce que l'intelligence artificielle est quand même quelque chose de différent par rapport aux autres technologies. Ce qui est très important ici, c'est de savoir que l'intelligence artificielle, c'est une technologie générale, une technologie générique, comme par exemple l'électricité ou la machine à vapeur. Et donc, elle peut être appliquée dans beaucoup d'entreprises, elle peut être appliquée par les citoyens aussi. Et donc, ça, c'est une grande différence avec beaucoup d'autres technologies. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'intelligence artificielle existe depuis 4-5 décennies. Et c'était un peu comme le monstre de Loch Ness. De temps en temps, on se disait, il y avait l'intelligence artificielle qui se montrait et on se disait, maintenant c'est pour de vrai. Et après un certain temps, l'intelligence artificielle disparaissait de nouveau. Pourquoi? Parce que les outils pour faire fonctionner l'intelligence artificielle ne fonctionnaient pas à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a tous les outils pour la faire fonctionner. Donc, il y a une énorme quantité de données, des capacités de stockage, et il y a des pouces très puissants pour traiter les données et alimenter,
les modèles. Et en plus, je pense aussi que l'avantage avec l'intelligence artificielle, c'est que la diffusion, la répartition parmi toute l'économie se fait très, 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 très vite. Lors de l'invention de l'électricité, par exemple, cela a pris 50 ans pour qu'un quart de la population américaine commence à l'utiliser. Et pour l'ordinateur personnel, cela a pris 16 ans, et alors pour l'Internet, seulement 7 ans. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, cela a pris à peine quelques mois pour que 25% des citoyens ont commencé à l'utiliser. Et donc, ça fait que de plus en plus de gens utilisent cette nouvelle technologie et donc, cela va avoir une répercussion beaucoup plus vite au niveau de la productivité. Ça veut dire quoi? Si je comprends bien, Koen, ça veut dire qu'on est en droit d'anticiper une augmentation massive de la productivité? C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère toujours parce qu'avec le vieillissement, on sait que si on regarde l'évolution des personnes actives, ça va diminuer. Donc, la seule source de croissance sera la productivité. Donc, c'est très important. Mais est-ce que ça va arriver dans un court délai? Naturellement, les entreprises, on constate que pour l'instant, 20% des entreprises sont en train d'implémenter l'intelligence artificielle. Donc, ça va prendre encore un peu de temps avant que tout est implémenté. En plus, naturellement, les gens doivent apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, nous, chez BNP Paribas, on pense que dans 10 ans, probablement, on aura une productivité qui sera disons, entre 0,8 et 1,2% par année plus élevé par rapport à aujourd'hui. Ce qui est naturellement énorme parce qu'aujourd'hui, on a un gain de productivité annuel d'à peu près 0,3-0,4%. Donc, c'est un doublement, c'est triple la productivité actuelle. Ok, très clair, c'est hyper intéressant ce que vous nous dites. Du coup, par la force des choses, si je comprends bien, vu qu'on le sait, la démographie baisse dans les pays développés, les pays du G20, est-ce que l'IA peut compenser cette baisse démographique selon vous? Oui, c'est une bonne question. Et avant, il y avait toujours les syndicats qui disaient on n'a pas de nouvelle technologie parce que la nouvelle technologie, ça va faire en sorte qu'on va perdre des emplois. Aujourd'hui, je pense que la technologie peut nous aider à réparer une chose, à solutionner en fait la manque de travailleurs. Ça va faire en sorte de compenser la pénurie. Je ne sais pas si vous pouvez, parce qu'ici, l'écran est fixé. Vous m'entendez encore? Oui, on vous entend. Ça a effectivement un peu coupé, mais là, on vous entend bien, oui, Koen. OK. Donc, non, là, je pense que, oui, normalement, ça peut servir à compenser le vieillissement. Donc, ça, c'est quelque chose de bon. De notre part, il y a pas mal de gens qui disent, mais est-ce que ça ne va pas remplacer mon boulot? Là, j'espère bien qu'on va constater que les entreprises vont utiliser l'intelligence artificielle pour aider les travailleurs et pas pour les remplacer. Parce que ça, c'était le problème avec les autres technologies, les technologies anciennes. À ce moment-là, ils ont implémenté la technologie pour remplacer les gens. Et à ce moment-là, on a constaté aussi que cela n'a pas augmenté la productivité. Et c'est en fait ce que Daron Acemoglu a dit dans son livre. Daron Acemoglu, qui a remporté le prix Nobel d'économie. Selon lui, ça, donc le fait de remplacer les gens par une technologie, ça c'est la raison principale
pourquoi la productivité ne s'est pas manifestée avec les autres technologies. Et j'espère bien que ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Ok, il ne faut pas donc l'association intelligence artificielle et capital humain est nécessaire et indispensable. On l'entend, on le comprend bien. Merci Koen. On va basculer sur l'autre sujet qui nous intéresse, c'est les droits de douane promis, parfois mis en place par Donald Trump. Il y a 2 jours, il annonçait mettre en place un droit généralisé de 25% sur le métal et sur le métal et l'acier. Entre coup de bluff et intimidation, on s'en sort pas. Ceci étant, les marchés financiers réagissent quand même. Par la force des choses, Koen, l'acier et l'aluminium, enfin, quelles conséquences pour les marchés boursiers et pour les matières premières à court et moyen terme de toutes ces annonces, selon vous, Koen? Je pense que le problème avec tous ces tarifs douaniers, c'est que l'incertitude règne. Ce qui n'est jamais bien pour l'économie, naturellement. Donc, à long terme, ça va nuire à l'économie. À long terme, ça va certainement nuire aussi aux actions. 2, oui, l'effet sur les matières premières. Si on regarde l'acier, si on regarde l'aluminium, les États-Unis, ils doivent importer, ils importent aussi l'acier et aussi l'aluminium. Donc là, on a constaté aussi une augmentation assez forte des prix. Et donc, ça va nuire à l'économie américaine aussi, ça c'est certain. Ça ne va pas nuire à l'évolution d'une autre matière première, c'est l'or. Si on constate l'or adore les chocs, l'or adore l'inflation, l'or adore l'incertitude. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'or est à 2 doigts de dépasser le $3 000 par an. Effectivement, donc on va suivre tout ça de très près, mais a priori, effectivement, l'impact est plutôt négatif de tout pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale généralement. L'Europe est au cœur de nos questionnements, évidemment, que ce soit sous l'angle de l'intelligence artificielle, mais également sous l'angle du commerce mondial. Dans quelle mesure les entreprises européennes vont souffrir de ces droits de douane et peut-on déjà parler de distorsion de concurrence? Distorsion de concurrence, c'est évident que les tarifs douaniers, c'est une taxe. C'est une taxe sur les produits européens, ce qui n'est pas favorable pour les entreprises européennes. Et là, une partie des taxes sera absorbée par ces entreprises eux-mêmes, donc par leur marge. Une partie de ces taxes sera mise à la charge du consommateur américain. Et donc, en fin de compte, c'est lui qui payera le prix et cela augmentera davantage aussi l'inflation dont on a parlé au début de cette émission. Mais le fait que ça va augmenter aussi l'inflation, ça va avoir aussi un impact sur les actions de Donald Trump. Parce que moi, je pense que Donald Trump a, si je peux dire ça, 3 belles-mères qui lui tiennent les rênes et qui les surveillent de près. Et les 3 belles-mères, ce sont la croissance. Donc, si ça nuit trop à la croissance, il va arrêter probablement d'augmenter davantage les tarifs douaniers. 2, il y a l'inflation. Il ne faut pas oublier que Donald Trump a été élu grâce à une inflation qui était beaucoup trop élevée. Et donc, Donald Trump est l'homme qui va diminuer l'inflation. J'espère bien qu'il va le faire, mais pour l'instant, elle est en train de faire l'inverse. Et 3, la 3e belle-mère, et ça c'est la plus vénémineuse, si je peux dire, et la moins indulgente, c'est le marché boursier. Si on constate que le marché boursier diminue à cause des actions de Donald Trump, alors oui, probablement on va constater que beaucoup de ces tarifs douaniers et beaucoup d'autres actions de Donald Trump seront annulées ou seront atténuées.
Donc, Kuhn, on comprend bien donc, que ces mesures protectionnistes américaines ne sont pas favorables à l'économie. Par la force des choses, que doit faire l'Europe? Est-ce que l'Europe doit riposter avec des mesures similaires, au risque justement de faire revenir, de faire rejaillir, ressurgir l'inflation? Au contraire, doit-elle privilégier l'approche diplomatique et commerciale, selon vous? Bah, je pense que la voie diplomatique, c'est le mieux. Donc, si on riposte, on doit le faire de manière mesurée. Parce qu'il faut savoir aussi que l'exportation est beaucoup plus importante pour l'Europe par rapport aux États-Unis. Donc, on doit éviter à tout prix d'être emporté dans le courant. Autrement, il ne faut pas exagérer non plus notre exposition aux États-Unis. À l'exception de l'Irlande et aussi l'Allemagne, les pays de l'Union européenne apparaissent beaucoup moins vulnérables aux tarifs douaniers par rapport à des pays comme le Mexique, le Canada, mais aussi beaucoup de pays des ASEAN, c'est-à-dire le Vietnam, Cambodge, Malaisie, Thaïlande, donc tous des pays qui ont profité de la guerre mondiale entre les États-Unis et la Chine. L'Union européenne est protégée d'une trop grande exposition par l'importance du commerce intracommunautaire qui monte à 62% du total en 2024. Donc ça, c'est très important de dire. Si on regarde ce qui se fait aujourd'hui, j'ai l'impression que, et j'espère bien que la réaction de l'Union européenne sera une intégration plus favorable du marché unique. Et on constate que c'est très nécessaire parce que si on constate aujourd'hui les barrières internes dans l'Union européenne, on constate que ces barrières internes entre les pays membres est de 44% pour les biens et 110% pour les services, selon une calculation du FMI. Donc, premièrement, nous devions d'abord mettre notre propre maison en ordre. Si on fait ça, une augmentation des tarifs douaniers de 10%, même de 20%, ça ne va pas faire grand-chose si on peut vraiment éliminer les barrières internes. Très clair. Du coup, par la force des choses, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Trump, on doit l'ignorer. De toute façon, c'est un peu ce qu'il nous propose, un peu comme des adultes face à un enfant. Il fait des bêtises, il veut s'y faire, il annonce plein de choses. L'Europe doit l'ignorer. Oui, je pense que ça serait une réponse la meilleure réponse. Ignore-le. C'est un peu comme tu viens de dire. C'est un peu comme dire, si Donald Trump veut toucher et nuire à tes citoyens en augmentant les prix, vas-y, nous, on ne va pas faire ça. Et les entreprises, ils savent aujourd'hui que les États-Unis sont de moins en moins fiables, donc pour eux, le message clé est essaye de diversifier de plus en plus, de vendre un peu moins peut-être aux États-Unis et un peu plus dans les autres pays. Ce n'est pas très facile de faire, mais à long terme, c'est probablement la meilleure stratégie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Kuhn, pour toutes ces analyses, vos recommandations. Kuhn Deleuze, vous êtes chief économiste chez BNP Paribas Fortis, également écrivain, puisque vous avez écrit aux éditions Racine les 5 tendances de la nouvelle économie mondiale, investir en période de superinflation, d'hyper-innovation et de transition climatique. Merci beaucoup, Kuhn, d'avoir été avec nous ce matin. Nous, eh bien, on marque une dernière courte page de publicité et puis on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 13 février.